abonne-toi à un mec qui parle trop. Mets un pouce bleu, partage et surtout mets des commentaires, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et surtout, si tu t'abonnes, j'arrête de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Oui, pour une fois, je me suis pas trompé dans cette rétrospective. Le film d'aujourd'hui est Star Wars 2, l'attaque des clones. Il est réalisé et scénarisé par George Lucas. Il est sorti au cinéma le 17 mai 2002 et je l'avais vu au cinéma en version française, figurez-vous, pendant la fête du cinéma. Et oui, j'avais vu plusieurs films pendant cette fête du cinéma-là. C'était une très bonne année. De très bons films comme Darkness, Haute Tension, Darkness de Jaume Balagueró, Haute Tension de Alexandre Aja, pas mal de films comme ça. Je crois que j'avais vu, cette année-là aussi, je crois que j'avais vu Memories of Murder, incroyable film, ou je sais plus si c'est l'année suivante. Bref, en tout cas, c'était la période où, quand il y avait la fête du cinéma, il n'y avait pas encore les abonnements et ainsi de suite. Et oui, je vous parle d'une époque archaïque, archéologique pour certains d'entre vous, où c'était la rare période de l'année où on pouvait aller se mater plusieurs films pour la somme modique de 50 ou 60 euros, on envoyait une petite dizaine. Ouais, je sais, ça vous impressionne. Non, en fait, on payait une place pleine et ensuite on avait le deuxième film pour 2 euros, donc on devait arriver au total pour une trentaine d'euros. Mais t'envoyais beaucoup plus d'un seul coup. Mais par contre, il fallait avoir envie de pique-niquer au cinéma. Et moi, j'étais le genre de débile qui débarquait pour la première séance à 10h15, là, à 10h, et qui se tapait des films jusqu'à 1h du matin. Donc... C'était une année complètement folle. Et j'avais vu donc en dernier, à l'époque la fête du cinéma finissait non pas, ça durait de dimanche au mardi, si je dis pas de bêtises, et ça finissait le mardi, mais non pas à la séance de 20h, ça finissait à la séance de 18h. Et donc j'avais vu Star Wars au dernier morceau, je crois, comme le film durait plus de 2 heures, j'avais dû le voir aux alentours de 16h30. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars l'attaque des clones, dernier film de ma série dans la fête du cinéma. Donc autant dire que le phénomène Star Wars, moi... Il y avait la fête du cinéma, ça me coûtait 2 euros d'aller le voir. Vous voyez l'ambiance? Donc je détestais pas forcément la série, mais elle m'intéressait vraiment pas plus que ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans ma rétrospective sur la menace fantôme, c'était pas une série qui m'emballait vachement. Bref, c'était un petit peu un hashtag raconte ma vie pour rien du tout, Draw My Life, mais... C'était pour vous donner un petit peu le contexte, comment j'ai découvert ce film à l'époque, et je vais revenir là-dessus après. On continue donc la rétrospective Star Wars sur la prélogie. On est déjà au 2e épisode, et ouais, on file, hein. Là, on est, au jour où j'enregistre, on est le 3 décembre, ce qui veut dire que dans 15 jours, Star Wars 9 sort, et il me reste encore à critiquer celui-ci, donc je vais le faire maintenant, La Revanche des Sith, l'épisode 7 et l'épisode 8 au minimum, sachant qu'il y a encore quelques stand-alone avec, et que j'aimerais bien quand même réussir à faire Solo et Rogue One aussi. Ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on va quand même tenter le coup. Et pour l'instant, on est bien parti, on est dans un bon rythme, alors avec un peu de chance, on va réussir cette rétrospective, et quand le 9 sortira, je pourrai vous sortir une critique relativement rapidement dans la semaine de sa sortie. Oui, je sais, je fais pas partie des youtubeurs, entre guillemets, des gens qui gagnent leur vie avec YouTube, ou tout simplement qui arrivent à mieux s'organiser que moi, et qui vont voir les films en avant-première, et tatati et tatata. Donc, vous aurez une critique de film, quand j'aurais pu le voir, mais au moins vous avez toute la rétrospective avec, vous pourrez pas dire que je vous aurais pas gavé les oreilles d'histoires autour de cette saga qui est juste monstrueuse, et encore moi, même en ayant parlé 1h30 de certains films, je suis sûr que je suis passé à côté d'énormément de choses, ne serait-ce déjà qu'esthétique et critique, ça y a pas de problème, mais aussi au niveau de toute l'histoire. Star Wars c'est juste trop long, quoi. Il faudrait faire des podcasts de 20 heures pour réussir à brasser l'incroyable densité qu'il y a autour de ces films-là, le phénomène populaire, enfin... Chacun des axes de la série mériterait elle-même, à elle toute seule, des podcasts de plus de 20 heures. Bon bref, la vie de Carrie Fisher, enfin vous voyez, c'est délirant quoi. La densité. Donc autant essayer de nous concentrer un petit peu sur des critiques du film, et toujours sur le même point de vue qui est le mien. Je ne suis pas fan de la série, comme vous avez pu le comprendre. Je n'ai vu que les films, à l'exception fait du dessin animé Clone Wars, encore une fois, et qui était celui qui était basé entre... l'attaque des clones et la revanche des Sith, donc je vais pouvoir vous en parler une fois que j'aurai attaqué la critique de la revanche des Sith. Je vais vous parler un petit peu du dessin animé Clone Wars de Genndy Tartakovsky, et voilà, ma question de fond, c'est est-ce que c'est encore regardable aujourd'hui? Est-ce que ça a pris un coup de vieux? Est-ce que c'est encore aussi mythique que ça veut l'être en termes de film? Si vous avez écouté ma review sur la menace fantôme, vous savez que j'ai été un peu dur, mais à mon sens juste, parce que voilà, le film a monstrueusement vieilli, et les effets spéciaux 3D ont pris un gros coup dans la gueule, notamment les personnages en 3D. Donc on attaque ce deuxième film, forcément avec un petit peu d'appréhension, en se posant des questions sur à quoi on va être confronté. Je rappelle, la base, c'est que je spoil dans tous les sens, hein. Je fais une rétrospective, je me lâche là, donc si vous n'avez pas vu les films et que vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de les voir avant. Alors il n'y a pas d'énormes surprises dans Star Wars, mais quand même, dans la prélogie, le scénario est assez bien écrit pour pouvoir dire que
au moins autour de l'intrigue principale et de ses retournements de situation. Je trouve que c'est vraiment pas mal, donc ce serait dommage de se spoiler un peu. Pour la nostalgie, la trilogie de 77 à 83, ça va, on peut encore s'en passer, entre guillemets, c'est pas si grave de se faire spoiler, il y a plus de grandes surprises, il y a beaucoup de films qui ont pompé ça, et qui ont fait mieux, je trouve, depuis en termes de scénar, donc c'est pas mortel. Mais pour la prélogie, ce serait un peu dommage, parce que c'est quand même, lecture assez complexe, et c'est quand même intéressant, je trouve, le développement de l'histoire, et ses différents petits twists. Je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'enregistre encore une fois malade, et désolé si ça vous dérange pour l'écoute. Allez, on attaque, on va arrêter de perdre du temps. Donc sur ce Star Wars 2, notre ami George est toujours à la réalisation, mais cette fois il se fait accompagner au scénario par Jonathan Hales, scénariste qui a surtout fait du théâtre et de la télé, notamment en bossant sur des séries comme le jeune Indiana Jones, Dallas, eh oui, la bonne vieille série Dallas, d'origine, hein, pas le remake, mais surtout aussi une série qui s'appelait Mission Casse-Cou. Oui, bon, voilà, personne ne sait plus ce que c'était. Je crois que c'était une coproduction canado-anglaise, voilà, avec un générique qui était très très rythmé, et où les personnages principaux faisaient des cascades dans chaque épisode. Enfin, c'était un petit peu le coup des séries télé à l'époque du début des années 90, c'était de réussir à avoir une équipe de cascadeurs qui avait envie de faire des trucs bien foufous, et ça permettait de créer des séries autour de ça, honnêtement. Je m'en souviens très très mal, mais ils avaient un générique très très drôle, très dynamique, pas très drôle, mais très dynamique, façon années 90. Ça, si je le retrouve, je vous le mettrai sur la page, sur le Facebook, sur la page de la chaîne. Bref, donc voilà, il a écrit sur des séries comme ça aussi hétéroclites, et il a participé en fait sur Star Wars 2 à la réécriture du scénario, et il a été sur le tournage notamment pour aider George Lucas dans les scènes de romance, notamment entre Padmé et Anakin. Alors oui, dit comme ça, c'est pas super rassurant, parce que on connaît la réputation, si vous connaissez un petit peu Star Wars, vous connaissez la réputation des scènes de romance entre Anakin et Padmé, je vais développer après, mais bon, Jonathan Hales avait visiblement été emmené sur le tournage, essentiellement a priori pour ces séquences-là. Voilà, donc ça vous donne déjà un petit peu une ombre de ce que je vais critiquer, mais je reviendrai là-dessus après. Je connais pas bien le travail de Jonathan Hales, mais honnêtement, si on doit résumer sa carrière aux scènes de romance entre Padmé et Anakin, ça le fait mal. C'est franchement pas terrible. Parce que oui, en plus, Star Wars 2, c'est aussi l'arrivée au casting de Hayden Christensen dans le rôle donc de Anakin Skywalker adolescent puis adulte, dans le suivant, après le détesté Star Wars La Menace Fantôme. Et Dieu sait que Hayden Christensen en a pris plein la gueule, et je pense qu'on va essayer de réévaluer aujourd'hui un petit peu ça. Est-ce que c'est vraiment lui qui a merdé dans son interprétation? Est-ce que c'est pas plutôt la direction d'acteur, le scénario, les dialogues? Je veux pas spoiler, si, c'est complètement les dialogues, mais on va enchaîner, je vais vous raconter un petit peu tout ça un peu plus en détail. Et donc, avec tous ces éléments de départ, qui quelque part mettaient quand même l'attaque des clones sur une pente pas évidente, eh ben, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut 17 ans après Star Wars, l'attaque des clones? Eh ben, Schtroumpfons d'abord, comme d'habitude, on va résumer un petit peu ça, on va pitcher, on va schtroumpfer. Après une tentative d'assassinat sur Amidala, Obi-Wan et Anakin sont chargés de sa protection. En effet, la sénatrice est la force d'opposition principale à la création d'une armée de la République, conçue pour épauler les Jedi dans l'éventuel conflit qui s'annonce contre les séparatistes. Mais alors que l'enquête d'Obi-Wan le mène sur une planète cachée, où il découvre une armée de la République déjà opérationnelle, Anakin et Padmé ne peuvent s'empêcher de se rapprocher inexorablement l'un de l'autre. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux quand on regarde l'attaque des clones, c'est qu'il y a une grosse progression entre la menace fantôme et l'attaque des clones, entre 99 et 2002. Il y a encore des problèmes de fond bleu par-ci par-là. C'est un des premiers films à être tourné quasi entièrement en numérique, l'attaque des clones. Et quelques personnages jurent encore un peu, même si je trouve, à l'époque, quand j'avais vu le film, donc pendant la fête du cinéma, comme je vous ai dit avant, mon œil cinématographique était plus jeune et j'avais pas été trop gêné. À la limite à la fin, dans la scène du jeu de cirque, je reviendrai là-dessus après, quand Anakin, Padmé et Obi-Wan sont opposés à un monstre et qu'ils doivent grosso modo y faire face, là ça m'avait sauté un peu plus aux yeux que c'était pas terrible et que ça manquait de naturel. Mais mis à part cette scène-là,
j'avais trouvé les effets spéciaux vraiment... Enfin, je trouve que quand on le revoit maintenant, il y a vraiment un cap de qualité qui a été franchi dans les effets spéciaux. Oui, je parle des personnages notamment 3D, qui sont moins présents dans le film, mais qui ont toujours une place importante, notamment sous forme de droïdes ou autres. Mais aussi, par exemple, j'aime bien donner l'exemple du propriétaire de Anakin dans La Menace Fantôme, qu'on retrouve donc dans celui-ci, pendant l'enquête d'Anakin qui essaye de retrouver sa mère. Et là, on voit vraiment une évolution énorme entre les deux versions, quoi. Dans La Menace Fantôme, c'est un personnage de jeu vidéo, et là, dans celui-là, il y a des plans où ça jure un petit peu, quand il est en entier, mais les plans sur le visage, sur les expressions du regard, sur la lumière dans le regard, d'un seul coup, boum, on a franchi vraiment un cap, le personnage commence réellement à exister, c'est assez impressionnant, et ça fait déjà beaucoup de bien en film. Ce saut en avant technique a clairement permis à l'Attaque des Clones de franchir un cap artistique fort. Dans ce film-là aussi, il y a toujours un sens du découpage grand public qui est bien foutu, je trouve, en termes de rythme. C'est toujours aussi intelligent chez Lucas. Hein. Je sais qu'il critiquait beaucoup sa mise en scène en disant qu'elle était froide, c'est toujours le cas, mais au moins il y a dans le scénario et dans son découpage une intelligence pour essayer de garder le grand public en route. C'est-à-dire que le film commence par un attentat, en mettant clairement en place donc des enjeux politiques, hein, puisqu'il s'agit d'un attentat politique. Ensuite, on a une scène d'action avec la poursuite de l'assassin, ça va très très vite, l'arrivée d'Anakin, on a l'arrivée d'Anakin, de Obi-Wan auprès de Padmé, on voit les enjeux entre Obi-Wan qui est un peu trop, comment dire, j'allais dire patronisant, mais c'est un peu trop paternel avec Anakin, qui est par moments un petit peu brusque, et Anakin de son côté qui est un ado, donc ils ont des rapports un peu aigus comme ça, qui s'emportent vite, qui est vite pris par ses passions, qui est évidemment extrêmement maladroit envers Padmé, mais qui lui montre tout de suite qu'il en peut plus, quoi, que ça fait des années qu'il rêve d'elle, blablabla, et on a juste dans la foulée la poursuite de l'assassin, qui est une grande scène d'action, donc on a vraiment chaque fois un rythme comme ça, qui est basé sur l'enchaînement rapide des enjeux, mise en place d'enjeux, action, mise en place d'enjeux, action. Ensuite, on a la protection d'Amidala, Anakin qui part avec Amidala sur sa planète, et qui va donc mettre en place l'enjeu émotionnel des personnages, le fait qu'ils ont une romance, blablabla. Et en parallèle, en montage parallèle pour avancer, on a l'enquête d'Obi-Wan qui renvoie de l'action, renvoie de la tension politique, etc. etc. C'est une construction scénaristique classique, hein, c'est-à-dire, voilà, dialogue de mise en place, action, dialogue de mise en place, action, dialogue d'évolution, action, et ainsi de suite. Mais c'est solide globalement. Par exemple, je trouve que le truc assez flagrant dans le film, c'est que chaque découverte est accompagnée d'une scène d'action avant ou après. Les scènes d'action, notamment à la fin du film, étant vraiment généreuses, comme dans tout blockbuster, mais pendant tout le film, les scènes d'action sont généreuses. La poursuite de l'assassin dès le début du film, dès la première partie du film, est particulièrement généreuse, avec une grande poursuite en véhicule volant. Puis Obi-Wan qui est suspendu à une sorte de drone, Anakin qui se jette dans le vide, enfin vraiment, il y a vraiment du max. On pousse d'un seul coup beaucoup plus loin les capacités des Jedi, qu'on les a vus dans la nostalgie notamment, et là, vraiment pour le coup, ce que je disais encore comme critique, pour la petite parenthèse, autour du fait qu'on peut vraiment pas regarder la nostalgie après la prélogie, parce que s'il y a un saut technique qui est violent, bah là c'est ce genre de scène qui fait vraiment très mal, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus dynamique, que pouvaient se permettre les films de 77 à 83, c'est juste une réalité. Donc là-dessus, je comprends les gens qui préfèrent regarder la prélogie puis la nostalgie, mais honnêtement, moi, en termes de cinéma, en termes de regard un peu plus aiguisé dans le sens exigeant, hein, pas forcément parce que je regarde mieux que qui que ce soit, hein. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas, hashtag fermez-moi ma gueule, mais dans le sens plutôt dans l'enchaînement, on va dire, naturel de ce qu'on voit à l'écran, il y a vraiment une baisse de qualité qui est malheureusement apparente, trop apparente, notamment dans Un Nouvel Espoir, dans l'épisode 4 de Star Wars, pour enchaîner le 1, 2, 3 avant, il me semble. Alors, tout ça c'est plutôt positif, hein, honnêtement, c'est vraiment des qualités que je mets en avant parce que je trouve que l'Attaque des Clones fonctionne plutôt bien globalement, mais je reviendrai là-dessus après. Mais les premiers soucis en termes de rythme, notamment, viennent de cette partie, justement, le début du film est assez bien rythmé, assez bien maîtrisé, et là, dès qu'on commence à croiser l'enquête entre Obi-Wan et avec la romance et Anakin et Padmé, le montage alterné est compréhensible, puisque, comme je disais, le film essaie de rester tendu et de pas perdre le spectateur dans des amours adolescents qui peuvent être parfois un peu, selon les films, qui peuvent être un peu rebutants, un peu naïfs, et dans le sens pas très intéressant, ni pour les jeunes enfants, ni pour les adultes, et pour les ados, c'est du genre, voilà, ils aiment pas spécialement se voir dans ce genre de position, donc
Autant dire que ça peut créer vite un désintérêt du public, mais du coup, il y a cette intelligence d'alterner cette romance adolescente, un peu naïve, très naïve même, voire beaucoup trop naïve en termes de mise en scène et dialogue, mais j'y reviendrai après, avec l'enquête d'Obi-Wan. C'est intelligent, parce que ça crée une tension, voilà, puisque l'histoire d'Obi-Wan, l'enquête d'Obi-Wan, de son côté, est très intéressante et bien tendue. Mais le problème, c'est que c'est des fils émotionnels qui sont beaucoup trop distincts, je pense. On a d'un côté vraiment des amours adolescents qui n'ont rien à voir, juste rien à voir avec l'enquête d'Obi-Wan. Obi-Wan, il est en train d'enquêter sur une planète qui aurait disparu, qui serait là où se trouvait le commanditaire, a priori, de la tentative d'assassinat sur Padmé. Alors oui, c'est important pour l'histoire du film, mais le fil émotionnel entre les deux histoires est complètement distinct, et même si l'idée c'est de les faire se rejoindre un moment, je trouve que ça crée vraiment un gap de un quart d'heure, 20 minutes, voire plus sur un film de 2h20, où on est un peu sans liaison, on passe de l'un à l'autre sans véritable autre raison que, ils sont séparés dans l'espace et dans le temps. Je donnerai l'exemple je vais vous donner un exemple de rythme pour que vous compreniez un peu l'idée. Obi-Wan découvre que la planète où est supposé être le commanditaire de l'assassin n'est pas sur les plans. N'est pas sur les plans des archives des Jedi, ce qui est bizarre. On passe ensuite à Anakin qui explique à Padmé que les Jedi prônent la compassion, donc quelque part l'amour. C'est sa manière de lui dire qu'il a le droit d'aimer selon son point de vue, blablabla. Donc c'est, pour la petite parenthèse, et le lore des Jedi, c'est un peu une pensée de Jedi gris. Alors que normalement, chez les Jedi classiques qu'on connaît dans les films, l'amour n'a pas sa place, puisque l'amour est un sentiment qui fait place à la passion, à la peur, ainsi de suite, et qui sont des émotions qui mènent au côté obscur. Et du côté obscur, évidemment, l'amour, la passion, tout ça, ça n'a pas sa place, puisque l'individu est au-dessus d'absolument tout, et l'objectif, c'est d'être au-dessus de tous les autres. Donc il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est une émotion à manipuler, au contraire. Comme le fera l'empereur, comme le fait l'empereur de cet épisode-là avec Anakin d'ailleurs. Donc bref, ensuite on passe à Yoda qui confirme à Obi-Wan que le fait que la planète ne soit pas sur le plan c'est bizarre, et que sur le plan on voit clairement qu'il y a une force orbitale autour d'une planète, donc il doit y avoir une planète à cet endroit-là qui ferait bien aller, mais qu'en même temps chez les Jedi il y a une vraie menace qui rôde, puisque quelqu'un a pris le temps d'effacer une planète de leur carte, ce qui est quand même très 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 soupçonneux, et qu'il faut que Yoda enquête aussi. On repasse à Padmé qui raconte à Anakin pourquoi elle est devenue sénatrice et pourquoi elle est plus princesse, ce qui est intéressant en termes de contexte, et en fait c'est simplement Anakin qui explique en quoi il est un Jedi et Padmé qui explique en quoi elle est une sénatrice. Ensuite on passe à Padmé qui impose à Anakin dans un rendez-vous avec la princesse de Naboo, la nouvelle princesse, le fait qu'elle doit être éloignée dans un endroit précis avec Anakin pour éviter de créer des problèmes, des dangers à la princesse et pour se protéger elle-même. Et Anakin passe un peu pour un sale gosse en mode c'est moi qui m'occupe de ta sauvegarde. Oui, mais moi je sais ce qu'il faut faire de mieux, donc je te ferme ta bouche. Donc voilà, ils ont un rapport un peu musclé comme ça, mais qui montre aussi qu'ils ont tous les deux du caractère. Et on repasse à Obi-Wan qui va sur la planète cachée. Vous voyez, dans ce que je viens de vous raconter, je pense que c'est lisible quand je le raconte. On passe vraiment du coq à l'âne. C'est la relation Padmé-Anakin et l'enquête d'Obi-Wan. C'est deux choses trop disparates pour être construites de manière alternée. Alors est-ce qu'il aurait... C'est le principe de construction des Star Wars qui devient là un peu sclérosant. On sent vraiment qu'ils n'ont pas osé à un moment donné dans l'écriture proposer... Il fallait que les choses se passent en parallèle dans le temps, c'est comme ça que fonctionnent les Star Wars. Et le principe du volet, de cette fameuse transition en volet là, qui balaye l'écran pour passer d'un endroit à l'autre, correspond à ce vocabulaire-là. Mais dans le cas présent, c'est tellement disparate en termes d'enjeux, en termes d'émotions, qu'il aurait fallu clairement privilégier une histoire et mettre l'autre en deçà ou en flashback, par exemple. Mais on sent clairement qu'il est hors de question pour l'équipe dans l'écriture de George Lucas d'aller dans cette direction-là. Et c'est dommage, parce que c'était, à mon avis, nécessaire pour que ça gagne en dynamisme. En l'état, je comprends l'idée de croiser les choses qui sont éloignées pour les faire se rejoindre à un moment donné vers le final du film ou dans une première partie, dans une fin de la première grande partie. Mais c'est balourd, c'est balourd. À part le fait que nos personnages... il n'y a aucun lien émotionnel clair entre ce qui leur arrive, entre ces événements, la raison c'est juste, il faut que le film avance. En gros, l'idée c'est que on voit le plan de Palpatine se mettre en place, c'est-à-dire qu'il a caché la planète, c'est évident que c'est lui ou quelqu'un de ses sbires, il a proposé à Anakin de protéger Amidala, et on l'a vu clairement, et on voit les ficelles de tout son plan en train de se mettre en place. Mais le problème c'est que c'est froid, et tout ce temps, toute cette alternance un peu balourde, elle dure 30 minutes. Alors heureusement, encore une fois, l'enquête d'Obi-Wan est intéressante,
il va voir un indique, tout ça, c'est assez cool. On n'a pas besoin de savoir qu'il connaît cet indique depuis longtemps ou que ce soit. On comprend que c'est un indique fiable. En plus, c'est un personnage en 3D qui est pour le coup pas mal. Alors c'est pas parfait, il y a un côté un peu Pokémon, mais c'est pas mal. Il cherche dans les archives Jedi, c'est aussi passionnant de voir un peu le lore des Jedi, l'univers des Jedi, en se disant, ah oui, effectivement, ils ont tout... c'est logique, c'est toute une religion, machin, blablabla. Les archives Jedi sont corrompus, ce qui sous-entend quelque chose de vraiment... d'un fruit pourri au sein des Jedi, de manière beaucoup plus frontale, maintenant ils le savent. Il va voir Yoda, qui est avec les Padawan, qui font l'entraînement, qui est déjà dans Star Wars 4. Tout ça, c'est classe, ça donne vraiment de la densité à l'histoire, et en même temps, ça fait avancer l'enquête, la découverte des clones, et notamment le premier plan sur l'armée, des clones est super bien, c'est un plan vraiment bourré comment dire, d'emphase, avec les soldats clones qui sont en train de se déplacer pour monter dans des vaisseaux, machin. En plus, on sent vraiment la référence à l'armée de l'Empire, la future armée de l'Empire, c'est vraiment cool, quoi. Le combat entre Jango Fett est sympa, mais ça reste du George Lucas. Je dirais que c'est un peu le point faible de ça. C'est pas très intéressant en termes de spectacle. Il y a encore ces fameux plans rustines dont j'ai déjà parlé dans mes différentes critiques. Où on voyait, c'est le plan, on voit le personnage sauter un petit peu de manière un peu maladroite, au milieu de deux plans dynamiques, où on a une suite de plans, on a besoin de comprendre ce que le personnage fait, donc on le voit faire le truc, couper le câble. Ça manque un peu d'intensité et de rapidité parce que c'est pas assez réfléchi avant le tournage, et on sent vraiment le cadrage illustratif fait vite parce qu'il faut tourner vite. Enfin, il y a ce côté-là vraiment, et c'est apparent, donc c'est pas une scène très intéressante, mais ça conclut plutôt bien l'enquête de Obi-Wan, ça reste intéressant. Parce que malheureusement, en parallèle de cette construction, la romance, elle est molle, voire naïve. Durandal explique bien d'ailleurs dans sa vidéo que un élément important qui est absent des films et qui pour moi est une vraie erreur, ils sont adolescents tous les deux. Mais malheureusement, comme Durandal le pointe très très bien encore une fois, l'âge de Padmé n'est jamais mentionné. Du coup, moi perso, les premières fois que j'avais vu la prélogie, j'avais vraiment un sentiment bizarre, awkward, du coup, de me dire, mais attends, Padmé, elle est beaucoup plus âgée que lui, quoi, c'est vraiment bizarre, quoi. Alors qu'en fait, non, il a 9 ans, lui, dans le premier, Anakin a 9 ans, et elle est supposée avoir genre 14 ans. Et comme on ne le dit jamais clairement, ça devient vite vraiment zarbi, et j'avais passé une bonne partie, quand j'avais revu la prélogie, à me dire, non mais attends, c'est pas possible que le gosse, là, que j'ai vu dans l'Attaque des Clones, parce que j'avais vu l'Attaque des Clones d'abord, c'est le même gamin, parce que là, du coup, elle couche avec un gosse, quoi. Enfin, c'était vraiment bizarre, j'ai l'impression qu'elle avait 10 ans de plus, quoi. Et malheureusement, c'était plus ou moins le cas. Du coup, sur le tournage, du coup, en ne spécifiant pas l'âge de Padmé, on a vraiment laissé un trou et une incompréhension au spectateur qui a créé vraiment un trouble bizarre, du genre, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce gosse, quoi? Et qu'est-ce qu'elle trouve à ce gosse alors qu'elle est beaucoup plus âgée? Alors qu'en fait, non, elle a juste 5 ans de plus, ce qui n'est pas énorme. Il faut rajouter à ça que les dialogues et la mise en scène de l'amour adolescent, comment dire ça? Ça échappe complètement à George Lucas. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Hein. Il a demandé les renforts de Jonathan Hales au scénario. Ça n'a pas réglé les choses, ça n'a pas réglé le problème, mais il a demandé du coup de main. Je pense qu'il a senti que ça lui échappait, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais ils s'en sont pas sortis. Et du coup, pour exemplifier ça, je dirais simplement que Anakin est un enfant, pas un ado. Il a des réactions par moments qui sont celles d'un ado, il monte un petit peu sur ses grands chevaux, il est un peu prétentieux, machin, bon, ça peut s'entendre, c'est l'adolescence, mais je trouve que c'est mal équilibré. Et du coup, il a d'autres moments, on dirait vraiment juste un sale gosse quand il dit à Padmé, ouais, mais c'est moi qui m'occupe de votre sécurité. Non, mais il est avec la princesse, c'est chez eux, Enfin voilà, il y a des tas d'endroits comme ça où vraiment, ils ont jamais senti, jamais su modérer. Il aurait pu être par moments piqué en disant, voilà, c'était à moi de prendre la décision de votre protection, machin, elle aurait pu le remettre à sa place en disant, tu connais pas le lieu, t'as bien fait de te taire parce que c'est moi qui te dirige. Non, là, il est vraiment surnaïf, en allant carrément contredire une sénatrice devant ses dirigeants dans leur pays, enfin, sur leur planète et tout, enfin, voilà. Et il faut rajouter à ça, bien sûr, les dialogues risibles avec le fameux passage sur le sable que tout le monde critique. Perso, je suis d'accord sur le fait que c'est un dialogue pas terrible, et qu'il est surtout mal... Pour moi, il est surtout... déjà mal écrit, mais surtout mal mis en scène. Pour rappeler le contexte, il y a Padmé qui explique que quand elle était jeune, elle aimait beaucoup aller à la plage, puisqu'ils sont sur sa planète des naissances, là, enfin sur la planète où elle a grandi, la planète Naboo, et sur la planète des naissances, je pense. Et
qu'ils aimaient bien aller se faire bronzer sur la plage, s'allonger sur le sable, blablabla, pour se relaxer après. C'est des bons souvenirs de son enfance, tout simplement, quoi. C'est donc deux ados qui se découvrent l'un l'autre, et après ça doit parler de leur vie professionnelle, ils en arrivent à commencer à parler de choses, de souvenirs, de choses plus proches d'eux, tout simplement. Et parce qu'ils ont de l'attirance l'un pour l'autre, et que c'est assez inexorable, donc mais ils y vont progressivement parce qu'ils savent que c'est dangereux, et que ça peut être problématique. Et Anakin répond du coup quelque chose qui est un peu déplacé d'un ado un peu maladroit, en disant voilà, oui, moi le sable, c'est sa manière à lui de dire voilà, j'ai pas de bons souvenirs comme ça avec le sable parce que j'ai vécu sur une planète, j'étais un esclave. Mais à la limite, on aurait préféré qu'ils le disent clairement, tu sais, pour moi le sable ça évoque Tatooine, ma mère, le fait que j'ai été esclave, et là Padmé aurait pu désolé, lui dire ouais, je suis désolé, je voulais pas évoquer ça. Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus comment dire, vraisemblable, sans pourtant quitter le côté adolescent de leur relation. Mais encore une fois, c'est un énorme travail d'écriture que de rendre de l'adolescence vraisemblable, parce que c'est une période assez exacerbée. Ça peut vite, très très facilement basculer dans le caricatural. Mais là, on est dans l'inverse, c'est-à-dire que c'est tellement écrit que ça fait dialogue, mais en plus, ça fait dialogue pas très profond, quoi. Ça le fait passer pour un poète à dessous, dans le mauvais sens du terme. Ça fait aussi partie de l'adolescence d'être un poète à dessous. J'en suis un excellent exemple, hein. Il faudra que je retrouve des poèmes de mon adolescence, ça vous ferait rigoler. Non, mais vous n'y aurez jamais droit, hein. N'espérez pas que je m'humilie à ce point-là, c'est déjà assez humiliant comme ça, de faire un podcast et de se parler à soi tout seul. Mais, hashtag merci de m'écouter. Hein. Mais en l'occurrence, ça a du mal à décoller, ça a du mal à être vraisemblable en termes d'adolescence, tout simplement. Et si ça voulait faire mauvais poème d'ado, c'est raté. C'est ça la finesse d'un dialogue de cinéma, c'est qu'à un moment donné, pour que ça devienne un dialogue vraisemblable, il faut réécrire, beaucoup travailler. Et là, je trouve qu'on a l'impression que c'est un dialogue très... ça fait premier jet. Ça fait le scénariste, écoute, j'ai pas réussi à écrire quelque chose d'intéressant pour eux deux, t'aurais pas une idée, écoute, je t'écris ça ce matin, vite fait, je vais te faire quelque chose de bien, t'es sûr, parce que c'est un peu court, oui, c'est bon. Et on obtient souvent, malheureusement, dans ce genre de cas, des dialogues auxquels personne ne peut croire, tout simplement. Même les acteurs. Et là, chapeau bas aux acteurs, parce que je sais que beaucoup de gens se focalisent sur, Nathalie Portman et Hayden Christensen, mais quand vous avez un dialogue de ce niveau-là à jouer, c'est quand même délicat, quoi, de proposer quelque chose. Et, encore une fois, dans la direction d'acteurs, Lucas, il est aussi au quetch. Il les laisse vraiment tout seuls se démerder avec ça, donc ça se voit. Ils ont souvent des regards où ils sont un peu perdus, parce qu'ils savent pas où exactement c'est supposé mener. Et ça se sent que c'est un peu vide, que c'est un peu creux, et que eux-mêmes ils n'arrivent pas à s'investir dans des personnages d'adolescents auxquels ils ne peuvent pas croire tout à fait. C'est un des très gros points faibles du film, et en fait malheureusement de la prélogie, hein, ça. Hein, le fait que la romance entre Anakin et Padmé ne marche pas vraiment dans ce film-là. Parce que si on peut pas croire à l'amour naissant entre Padmé et Anakin, tout le reste de la prélogie en souffre de facto, parce que c'est ce qui va pousser Anakin à devenir très fortement Dark Vador, ce sont les parents de Luke et de Leia, c'est aussi la source de ce qui va créer la scission une bonne fois pour toutes entre Anakin et les Jedi, mais aussi qui va créer c'est le fer dans le fruit aussi dans la philosophie Jedi, demander à leurs Padawan et aux gens qui veulent devenir Jedi de renoncer à l'amour, ce qui est un truc très paradoxal. L'amour étant une chose magnifique de la vie, qui peut provoquer beaucoup de souffrance évidemment, mais qui a un potentiel de transcendance exceptionnel. Donc, oui, je sais, un hashtag Poésie à deux ronds, vous pouvez tout de suite vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème, mais vous comprenez l'idée, quoi. C'est aussi un pouvoir extraordinaire, et les Jedi, en imposant cette absence de ce sentiment, en considérant qu'ils doivent le fuir ou le refuser, ils créent forcément des sites. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils créent forcément des gens qui vont leur dire non mais attends, je vais pas m'empêcher de ressentir ce genre de choses, ça me fait du bien, machin, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu c'est le côté rigide et religieux des Jedi aussi qui est remis en cause. Donc c'est une très belle source de partir, encore une fois en termes d'idées scénaristiques, c'est une excellente idée. Mais quand tu foires les dialogues et la mise en scène et le jeu d'acteur de ce genre de moment, voilà, c'est toute la prélogie se casse la gueule, s'effondre quasiment. Alors, selon moi, il n'y a pas que du mauvais non plus là-dedans, hein. Le premier baiser dans cette séquence, je trouve que les acteurs sont bons. L'attente, c'est un baiser où ils prennent du temps, ils osent pas y aller, on sent que tous les deux ils ont des choses qui les retiennent, voilà, Anakin c'est un Jedi, donc il est dans une sorte d'engagement religieux qui lui interdit ça. Padmé elle est sénatrice, elle sait qu'elle peut pas partager les deux, et elle sait qu'Anakin est un Jedi et que ça va être un problème, donc voilà, je trouve que le premier baiser en ce sens, tout seul, est un beau moment, parce qu'ils hésitent, ils y vont vraiment
très doucement, on sent qu'ils ont réussi à créer une tension dans ce moment, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, je trouve franchement que Christensen et Portman méritent le respect d'avoir réussi à ressortir quelques moments, quelques instants comme ça, de dialogue aussi mal foutu, et d'une mise en scène souvent en quetch. Là, heureusement, la mise en scène enfin se calme, se pose et leur laisse le temps de mettre de l'intensité et de la tension dans ce baiser, dans ce premier baiser. Mais bon, voilà, c'est quand même, moi, je suis admiratif de ces acteurs, ils se sont raccrochés aux branches, des rares choses avec lesquelles il y avait quelque chose à faire. Mais on a vraiment l'impression, quand on voit encore une fois ces séquences, que les acteurs sont pas ou peu dirigés. Il y a un côté texte, et voilà, démerdez-vous. Du coup, bah oui, Christensen se trompe parfois, il a des émotions de visage qui sont ambiguës au mauvais moment, il a un sourire qui, à mon avis, par moment, est vraiment machiavélique, tordu, alors qu'il devrait être dans quelque chose de plus de l'ordre du malin, gentil. Il doit pas basculer constamment, il doit pas avoir le côté obscur constamment dans ses attitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus subtil que ça, puisqu'on veut parler d'un revirement. Et malheureusement, dans celui-là, il est déjà par moment, il a vraiment un visage, surtout une attitude de visage qui sous-entend déjà quelque chose de malicieux, mais dans le mauvais sens du terme. Même si, encore une fois, je comprends l'idée de renvoyer au désir noir du personnage, et je comprends qu'il était casté pour ça. Il le maîtrisera beaucoup mieux dans le suivant. Ce qui fait que dans celui-là, il y a des moments vraiment, il a, je pense, l'émotion qu'il a sur le visage est subtilement pas la bonne, et ça, malheureusement, c'est assez flagrant. Surtout quand tu rajoutes ça à du mauvais texte, à d'une mauvaise direction d'acteur. Après, je trouve que le problème avec Nathalie Portman, à proprement parler, c'est qu'elle est une adulte qui est adulte. Enfin voilà, c'est cohérent. Enfin, c'est cohérent, mais en même temps, je sens pas l'adolescente. À aucun moment, je sens l'adolescente dans son trajet dans ce film-là. Elle est adolescente et éventuellement un peu la menace fantôme, et encore un peu. Dans celui-là, elle est adulte. C'est une adulte face à Anakin, et c'est elle qui résiste. Au final, elle lâche prise qu'au moment où elle pense qu'ils vont mourir, et elle se dit que voilà, ce serait dommage de pas être amoureux le peu de temps qu'il leur reste. Et ça rend de nouveau tout le reste awkward et maladroit, parce que voilà, on se dit, mais attends, on a encore l'impression, en sous-texte, que c'est une adulte face à un gamin. Et c'est problématique, ça déséquilibre encore nos points de vue sur cette histoire. Au lieu de voir une histoire belle entre deux adolescents amoureux, on se retrouve avec ce truc toujours bizarre de l'adolescent vraiment qui tend vers l'enfant, et l'adulte qui finit par céder parce qu'il dit bon, je vais mourir, alors autant faire un bisou à un beau mec, un beau petit garçon. Enfin, je caricature, mais il y a vraiment, c'est pas clair, c'est pas assez clair émotionnellement, pas assez soigné pour qu'on n'ait pas une impression bizarre que tout ça est un peu branlant. Et c'est dommage parce que on sent vraiment que Lucas voulait laisser le temps au personnage par moment. La mise en scène est par moment vraiment, je trouve, inspirée. J'insiste, le premier baiser, juste pour évoquer aussi le contexte, ils sont dans un bosquet, devant un lac romantique. Il y a un côté enfant, amour adolescent, enfant, qui contraste, et c'est logique que leur baiser, que Padmé refuse ce baiser et l'arrête, parce qu'il y a vraiment un côté romantico-enfant qui ne permet pas à elle d'oublier le fait qu'ils ont des obligations, qu'elle a des obligations, et qu'ils vont aller sur un chemin où ils ne peuvent pas aller a priori, qui leur est interdit. Et ce baiser, je trouve, contraste vraiment bien avec le dernier baiser des Jeux du Cirque, où ils sont à l'ombre, ils vont passer dans la lumière, dans le monde des adultes, qui est violent envers eux, tout simplement, qui est violent en soi, mais qui est violent envers eux encore plus, qui va leur refuser leur amour, et ils s'embrassent donc en cachette. C'est leur premier vrai baiser échangé, en avouant leurs sentiments une bonne fois pour toutes l'un pour l'autre, ou plutôt quand Padmé admet pour une bonne fois qu'elle est amoureuse de lui, se fait dans l'ombre. Et c'est une belle histoire, c'est une belle mise en scène. Je me permets aussi de rajouter ici le plan que Durandal aussi a pointé. On a l'ombre de Vador, quand Anakin va partir pour chercher sa mère, on a l'ombre de Vador grâce à la petite queue qu'il a derrière, ça fait déjà le foreshadowing de son futur casque. Et c'est un beau plan aussi, qui fait aussi référence au plan de Luke Skywalker et de cette fameuse ferme de Tatooine, du même endroit, avec les deux soleils qui se couchent, qui est aussi un beau plan. Enfin, avec Anakin qui part au loin, sous-entendu qu'il ne va jamais vraiment revenir dans la famille Skywalker, après l'enquête qu'il va faire. Parce que oui, un de mes passages favoris de l'attaque des clones, et qui je trouve remonte vraiment la qualité du film, c'est le passage de la mort de la mère d'Anakin, que je trouve très bon. La mise en scène dans l'attente est un peu forcée. Il y a plusieurs personnages qui lui font « Attends, je sais pas où est ta mère, mais on va aller parler. » attends, ils savent ce qui est arrivé à leur mère ou sa mère ou pas, mais ils disent pas « Attends, je sais ça, viens, on parle. » C'est genre « Attends,
on va parler. Tu dis, non mais attends, le mec il est stressé déjà par la situation, vous vous faites tous patienter, que ce soit son ancien propriétaire, là, l'esclavagiste, ou le nouveau mari de sa femme, le nouveau mari de sa mère. Donc voilà, c'est un petit peu, vous voyez, ils attendent, attends, on va parler, et puis 200 mètres plus tard, ils continuent. Mais bon, la ficelle est un peu grosse en termes de montage et d'écriture, mais ça crée une montée de tension que je trouve relativement efficace quand même. L'enquête d'Anakin aussi, en parallèle, j'aime beaucoup avec des images tableaux, joue sur le tragique, j'aime beaucoup avec cette musique qui est beaucoup romanesque. Il avance lui, mais tout a l'air bien figé, il y a beaucoup de plans fixes dans des aurores, dans le soleil qui se couche, bien sûr, qui est un mauvais présage. Il se déplace à moto dans un décor où lui bouge, mais le reste a l'air d'être resté fixe. Il y a juste un plan où lui est sur la moto, ça bouge un peu avec lui, mais c'est encore très modéré. Sinon, la plupart du temps, lui il bouge et les choses ont l'air dans des plans fixes, et on sous-entend par là, je trouve, de manière très forte, notamment avec la musique, que c'est déjà trop tard et qu'il est déjà en train de courir après une situation qui est déjà malheureusement actée et tragique. La musique épique à ce moment-là renvoie vraiment à un point de retour pour lui, j'aime beaucoup. Et ensuite, évidemment, la scène où il trouve sa mère, je trouve ça vraiment classe. On a toute cette lumière rouge très baroque, pour une fois, une mise en scène beaucoup plus forte chez Lucas. Bon, qui est dictée par le contexte, hein. C'est le soir, il y a du feu à l'extérieur de la tente, ainsi de suite, et du coup, c'est le contexte, hein. Mais pour le coup, ça fait un plan vraiment fort, où il découvre donc sa mère, qui est quasiment sur une roue de torture, hein, c'est une sorte de croix de torture, qui a des traces de scarification, qui a visiblement été torturée de manière frontale, hein. Alors, je trouve ça assez impressionnant comme image pour un film familial, ça m'a mis sur le cul. Tant mieux hein, qu'ils aient pas modéré ça, il faut un petit peu de violence par-ci par-là, c'est pas si grave dans les films familiaux, mais là, pour le coup, ça donne beaucoup de poids à la séquence. Et surtout, après, je trouve qu'Aiden Christensen est impeccable. Il arrive, il est là en train de parler à sa mère, qui lui parle un petit peu, qui meurt de manière sèche avant de lui avoir dit tout ce qu'elle voulait, donc c'est très violent. Elle a revu son fils, donc c'est beau, mais en même temps, lui, il voulait la sauver, donc pour lui, c'est insupportable. Et je trouve qu'il est impeccable, là, il passe vraiment de la tristesse désemparée à la colère noire. J'apprécie beaucoup ce plan. Et ensuite, on le voit sortir de la tente, là, il tranche le gars d'un seul coup. J'aime beaucoup ce plan, je trouve que vraiment tout ce passage, toute la colère qu'il peut ressentir, toute l'impuissance et la colère ensuite qu'il ressent, c'est génial. C'est vraiment un des très très bons moments de cette prélogie. Et puis on a bien sûr, évidemment, le petit kiff de l'apparition du thème de Vador, puisque dès le passage à la colère d'Anakin, on va sur Yoda qui ressent très fortement ce qui se passe, avec l'air de Vador qui arrive pour la première fois. C'est vraiment aussi une très très belle idée. Puis le retour encore du thème, quand Anakin retourne auprès de Padmé et lui explique qu'il a tué tout le monde, aussi bien les femmes que les enfants, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, globalement, même si la scène où il lui explique est moins bonne globalement et que Christensen est encore une fois laissé trop seul dans son jeu, et du coup je pense qu'il exprimait tellement de choses avec son visage qu'il aurait pu largement faire beaucoup moins de gestes, faire beaucoup moins de mouvements, c'était très très fort. Et j'aime beaucoup aussi, pour la petite parenthèse, je ne l'ai pas dit avant, le fait de faire à partir le thème de Vador sur Yoda, et ben c'est un superbe foreshadowing du fait que les Jedi ont perdu, et que c'est l'arrivée de Vador, et là, ça signifie la fin des Jedi, et j'aime beaucoup l'idée de renvoyer ça donc à la douleur de Yoda, qui sera de nouveau joué évidemment dans la revanche des Sith, dont je vous en parlerai un peu plus à ce moment-là. La fameuse séquence sur l'Ordre 66, qui reste probablement une des meilleures séquences de la saga et de ce troisième film. Personnellement, c'est une séquence que je kiffe beaucoup, et j'insiste, si on kiffe cette séquence où on entend le thème de Vador, c'est franchement grâce aux séquences incroyables que Kershner a fait dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, hein, Star Wars 5. Je suis désolé, c'est tout. Là vraiment on commence à prendre notre pied parce qu'on retrouve un Vador. La mise en scène est baroque, elle est forte émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose d'un fil émotionnel pur et direct avec sa mère, qui au moins dans le premier film était posé, au-delà d'être inspiré, au moins il était bien posé. Il quitte sa mère et c'est très difficile pour lui. Et là il retrouve, elle mord dans ses bras. Et ben ça marche à donf, mais ça marche vraiment à donf. Et là vraiment on voit naître le pourquoi Dark Vador va être Dark Vador, pourquoi il va être aussi horrible, parce qu'au fond de lui, il a une forme de colère qu'il a jamais su juguler, parce que ça a été un esclave, parce que il a beaucoup souffert, parce que sa mère a beaucoup souffert, et que quelque part il se venge de ça ensuite. Je pense que c'est cohérent dans le personnage, quelque chose de séminal. Alors je sais que ça a déplu à des gens le petit côté gamin avec un complexe de la mère, mais moi perso je trouve ça tellement cohérent, et ça parle de manière, j'ai envie de dire, je caricature, mais de n'importe qui
compris peut comprendre cette émotion, je pense, ou une grande partie de la population va comprendre cette émotion-là, et cet attachement à la mère et à la famille. C'est un excellent choix, je pense sincèrement. Je pense que ceux qui critiquent en disant oui, il aurait fallu que son passé reste mystérieux et tout ça, vous vous trompez d'ennemi. Le Vador, c'était pas le Joker, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Hein. Je parle bien du Joker de Heath Ledger. Hein. J'ai déjà fait ma critique. Je vous renvoie à ma critique sur le Joker de Joaquin Phoenix, si vous voulez capter un peu la différence que je fais entre les deux. J'ouvre la parenthèse, je la mettrai en lien, tiens. Et donc bref, c'est vraiment le gros kiff de réentendre le thème sur Yoda, là, et puis ensuite Padmé et Anakin qui échangent, c'est vraiment cool. La scène avec Padmé, encore une fois, après, ensuite, est, je trouve, plus inégale, mais perso, je trouve quand même que c'est une bonne scène, elle est encore bonne. Anakin est confronté à trop de choses intenses en peu de temps, à l'amour, à la mort, à un amour impossible, à la mort de sa mère qui est juste insupportable. Enfin, il est dépassé comme un ado, et ça, je trouve qu'au final, ça fonctionne bien. Anakin est inconstant, prétentieux, fragile, touchant, voilà, comme un ado tout simplement. Donc je pense qu'il franchit vraiment un cap, on franchit vraiment un cap de rapprochement avec lui quand il perd sa mère, parce qu'en tout cas la mise en scène de l'amour avec Padmé est trop mou. Mais du coup ça fait une séquence que je trouve vraiment bien, et quand il dit voilà j'ai aussi tué les femmes, j'ai aussi tué les enfants, machin, tu dis putain, ah ouais là c'est parti vraiment en vrille quoi. Et je trouve ça fonctionne bien, c'est touchant. C'est un ado tout simplement. Alors après la direction d'acteur, les dialogues sont encore un peu en deçà, et c'est dommage. Mais le jeu d'acteur, j'insiste, je trouve qu'il a fait du bon taf à Hayden Christensen. Quand tu prends cette séquence-là, tu te dis non, je comprends pas pourquoi on lui est tombé dessus comme ça. #save Hayden. Donnez-lui une meilleure carrière que ça. Non, je déconne, je sais pas ce qu'il a fait depuis, si ça vaut le coup. Je pense pas non plus que ce soit un grand acteur, mais cette séquence-là, elle est bien faite, il est bon dans cette séquence. Et puis, autre point sur lequel je voudrais un peu m'appesantir sur ce Star Wars, l'attaque des clones, la dernière scène est généreuse et spectaculaire. Comme je disais, ça démarre avec le baiser d'Anakin et Padmé. Après, encore une scène d'aventure auquel j'adhère moins, quand ils sont dans cette fameuse machine, les machines qui construisent les droïdes de l'armée de la Fédération. Bon, oui, je comprends l'idée d'aventure, de donner de l'importance à ces 3 PO et puis à R2, mais là, je trouve que ça allonge un peu le film à un moment donné où le film pouvait vraiment accélérer, je pense. Il pouvait clairement y arriver, se faire rattraper, basta. Là, le film est généreux à un endroit où je pense qu'on n'avait pas besoin de voir Anakin ni Padmé dans ces machines. Ça, on peut clairement enlever la séquence et le film avance pas moins bien. Il n'y a rien de décisif là-dedans. Enfin bon, je trouve que c'est vraiment une scène qui est assez oubliable. Contrairement à la fin où justement, il y a le baiser de Anakin et Padmé qui est beau et juste, parce qu'ils vont être confrontés à une violence que l'univers va leur faire sans arrêt, et le début, ça lance bien la séquence. Les jeux du cirque, bon, ça fonctionne vraiment mal, je trouve, parce qu'il y a des vrais problèmes de mise en scène, et d'effets spéciaux, et de fond bleu. Il y a vraiment un tout, c'est un peu mou, on n'arrive pas à croire que les acteurs sont les créatures, c'est encore maladroit. Bon, ça date de 2002, encore une fois, le film, donc c'était encore quelque chose de pas très au point. L'interaction aussi forte avec des créatures en 3D ne fonctionne pas très bien, ça manque de dynamisme, on a du mal à croire à la puissance et à la violence de ces monstres. Bref, c'est pas top. Mais par contre, ensuite, la bataille des Jedi contre les clones, elle est vraiment sympa, même si elle est un peu brouillon, à part la mort de Jango Fett qui est jolie, quoique... Petite parenthèse sur Jango Fett, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient aussi marqués par ce personnage. C'est parce que c'est lui qui arrête Han Solo, ouais, mais bon, il faisait pas grand-chose non plus dans la version... On était marqué juste par le visuel, à mon avis. C'est après qu'ils se sont dit, tiens, si on faisait toute une histoire autour de Jango Fett, de Boba Fett, blablabla, du fait que les clones sont faits des clones de lui, bon, ouais. Enfin voilà, moi tout ça, je comprends pour le lore, ils ont envie d'agrandir un peu, mais je trouve pas que c'était essentiel à faire. Hein. Après, bon, y a la série The Mandalorian qui vient de sortir, si je dis pas de bêtises, c'est autour de Boba Fett, non? Bon, j'en sais rien en fait. Je dis des conneries, mais peut-être qu'ils vont encore creuser le personnage. Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, moi, tout le truc autour de Jango Fett, je comprends pas ce délire. Mais bon, voilà, il fallait le buter visiblement à l'écran, c'était pour les fans, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Franchement, ça me laisse froid. Si vous connaissez des éléments là-dessus, je suis très curieux de les avoir. Je vois pas pourquoi il y a eu tout ce truc autour de Jango Fett, de le fait de le faire revenir, d'expliquer le début de Boba Fett, tout ça. Bon, franchement, ça me laisse complètement froid. Surtout qu'ensuite, dans les Star Wars 4, 5 et 6, t'as pas spécialement l'impression qu'il a quelque chose contre les Jedi, lui. Bon, voilà, ça me laisse froid. Mais bon, voilà, sa mort, par contre, elle est bien mise en scène avec le petit combat contre Mace Windu, là. Comment dire, Samuel L. Jackson, qui fonctionne bien contre le blaster et qui lui coupe la tête. C'est vraiment une belle séquence. Oui, avec son fils clone qui vient derrière prendre le casque en mode avec la tête de son père dedans, avec du sang, c'est très sympa. Bon bref, tout ça pour dire, je comprends l'idée, mais je vois vraiment pas pourquoi c'était si important. Bref, peu importe. Peut-être que j'ai oublié un élément de la revanche des Sith, hein, je vous en parlerai à ce moment-là. Hein. Je suis prêt à me dédire, si j'ai dit des conneries, il n'y a aucun souci. Donc
encore une fois, n'hésitez pas. Hashtag, nous sommes là pour échanger, voyons. Peace and love. Amour et paix dans l'univers. Bref. Sinon, la guerre des clones, ensuite, elle est vraiment sympa, avec de bonnes sensations. Je trouve les stratégies de guerre, notamment, donnent beaucoup d'identité aux Jedi. Ça donne une ambiance de film de guerre enfin assumée. On passe au film de guerre. Et je trouve que le devoir les Jedi épanouis donner des ordres, notamment aux clones, on va vraiment avec des conséquences stratégiques directes, ben ça fonctionne très bien, c'est un vrai film de guerre qui se met en place, et il y a tout ce foreshadowing de se dire, mon Dieu, c'est l'armée de l'Empire, quoi. Après, donc ils savent pas exactement où mettre les pieds, c'est assez cool. C'est bien spectaculaire, avec des explosions de vaisseaux de la Fédération, notamment, du commerce, qui sont bien foutus, entre autres, pendant cette guerre-là. Ensuite, on a évidemment la séquence climax du film, on a le combat de sabre, qui est encore une fois upgradé, qui monte encore d'un niveau depuis Star Wars La Menace Fantôme, avec la gradation hyper cool, de voir... le combat de fin avancer petit à petit, avec d'abord Anakin contre Dooku, puis Obi-Wan contre Dooku, puis Yoda contre Dooku, et ça marche vachement bien, c'est très sympa. La montée en intensité fonctionne, et le côté spectaculaire du combat entre Dooku et Yoda, qui commence d'abord par l'utilisation de la Force, puis par l'utilisation du combat au sabre, c'est vraiment cool, surtout que à l'époque, franchement, la manière dont combat Yoda en sautant, en faisant des pirouettes et tout ça, j'avais trouvé ça hyper spectaculaire, surprenant, cool, avec mon regard de l'époque, de 2002, mon regard de tout jeune homme de 22 ans, et oui, c'était il y a longtemps. Bref, hashtag j'ai beaucoup vieilli, je suis une momie, mais tout ça pour dire, vraiment un très 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 bel effet. C'est encore, bien sûr, je dois modérer ce que je dis, parce que c'est encore un peu laborieux dans le découpage, ça manque d'émotion en termes de mise en scène, mais vous voyez, c'est le cas exact de la mise en scène qui illustre un bon moment, qui illustre de bonnes cascades et de bons effets spéciaux. Du coup, ça donne un bon climax, mais si on doit noter la mise en scène, on va lui mettre 10 sur 20, c'est-à-dire c'est la mise en scène illustrative, point, barre. Il se passe quand même des super trucs pendant cette séquence-là, il y a Anakin qui choisit d'aller combattre, il y a Anakin et Obi-Wan qui arrivent contre Dooku, et t'as Anakin qui dit non, j'y vais tout seul, machin. Ça doit déjà donner lieu à un truc particulier. Ensuite, ils se battent tous les trois. Obi-Wan qui se fait mettre à distance. Le comte Dooku et Anakin qui se battent. Et puis, il lui coupe le bras, il le fout par terre. Et je sais plus si c'est un peu si Obi-Wan est déjà par terre avant, je sais plus. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait vraiment moyen de donner une mise en scène beaucoup moins descriptive et beaucoup plus émotionnelle et directe dans l'action. Là, en l'occurrence, c'est presque trop... C'est encore une fois trop froid pour donner son plein potentiel à la séquence. C'est quand même génial d'avoir Yoda qui retrouve son ancien élève, et on l'apprend pendant le combat, donc c'est cool. Mais ça manque un petit peu, encore une fois, de la bonne valeur de plan moyen pour qu'on les voit combattre. Ils s'envoient des sorts, l'un dans un plan, puis l'un dans l'autre. Vous voyez, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de choix de tension, de mise en tension dans l'image qui sont au-delà du fonctionnel. On voit bien ce qui se passe. Et comme ce qui se passe est joli avec de super cascades et de bons effets spéciaux, bon bah ça fonctionne. Mais c'est le niveau 0, je caricature, c'est le niveau 10 sur 20 de la mise en scène. C'est bien, hein, c'est déjà bien de savoir faire ça, de savoir bien raconter une histoire proprement, pour qu'elle soit compréhensible. Voilà, il y a des réalisateurs qui font plein de films et qui savent pas le faire. Hashtag Ouveball, mais tout ça pour dire, c'est dommage, parce que ça pourrait aller plus loin. Mais en l'état, ça donne quand même un très beau climax, très fun. Et à l'époque, très honnêtement, du haut de mes 22 ans, j'avais vraiment kiffé d'avoir Yoda arriver et taper du combat au sabre à la fin, c'était vraiment cool. Voilà, donc grosso modo, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur ce Star Wars 2, donc on va attaquer la conclusion. Star Wars, l'attaque des clones, ne réussit pas le coup de maître de Star Wars, l'Empire contre-attaque. C'est-à-dire d'être Star Wars, l'attaque des clones, et donc la moitié d'une trilogie, l'épisode du centre, comme l'Empire contre-attaque. Donc forcément, j'ai envie d'un petit peu le comparer, vous allez comprendre où je veux en venir. Il réussit pas son coup parce que, d'un côté, il clarifie les relations entre les personnages et les intensifie aussi, mais il a beaucoup plus de mal, et ici on sent vraiment qu'il y a une plus grande difficulté comparé
comment dire, à l'Empire contre-attaque, qui avait certes une histoire plus directe, mais qui avait mieux réussi à exacerber les relations. Et si on doit comparer l'histoire d'amour entre Anne et Leia et celle d'Anakin et de Padmé, il y en a une qui est simplement réussie et l'autre pas. C'est des histoires différentes, certes, il y a des histoires entre des adultes, des histoires entre des ados, donc c'est des choses différentes. Mais dans le premier cas, elle est plus ou moins réussie et ça fonctionne. Dans la deuxième, ça fonctionne vraiment très difficilement, voire pas du tout. Et je rajouterai un élément dont j'ai pas forcément parlé dans la critique, mais qui je trouve illustre bien la difficulté de ce film, c'est que le film est supposé introduire la relation entre Obi-Wan et Anakin, puisque jusque-là ils n'étaient pas vraiment en relation. Anakin avait été essentiellement en relation avec Qui-Gon, et ça menait pas très loin honnêtement dans la menace fantôme. C'est aussi presque un défaut de la menace fantôme, mais bon, imaginons, ils viennent de se rencontrer. Et là, en fait, le film doit mettre en scène la dissension qu'il y a entre eux, le fait que Obi-Wan se prend pour... Enfin, c'est pas qu'il le prend, il est plus âgé, plus d'expérience, mais il est confronté à un ado, et donc ils se prennent un peu la tête. Il y a d'un côté, ils se respectent énormément, ils s'aiment énormément, mais d'autre côté, ils se prennent la tête, donc voilà, c'est dit littéralement, hein, Anakin le dit littéralement, Obi-Wan est un père pour lui, donc voilà, c'est répété plusieurs fois dans l'histoire, mais bon, ils se prennent la tête comme un fils et un père, donc ça, à la limite, pourquoi pas. Et ça pourrait construire une bonne base pour la suite. Et puis de l'autre côté, le film est supposé mettre en parallèle les bases de l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé, le développer enfin, me laisser montrer la complexité de leur relation. Je caricature entre le prêtre samouraï et la sénatrice. Vous voyez le genre, quoi, la sénatrice politicienne. Mais dans les deux cas, malheureusement, l'attaque des clones est bancale. La relation de Obi-Wan et d'Anakin est intéressante, mais elle est noyée, à mon avis, dans un montage trop éparpillé. Ils sont trop rarement en relation, ou alors ça va beaucoup trop vite, ils ont rarement réellement des échanges. La sensation, c'est que leur relation est trop secondaire par rapport au reste de l'histoire. C'est un problème subtil, hein, mais qui marque le film. À la fin, on comprend la colère d'Anakin, mais pas la relation avec Obi-Wan. Il y a quelque chose de trop à froid. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi il lui en veut spécialement ? Parce que c'est son père, ouais, c'est un peu limite, c'est un ado certes, mais c'est pas un idiot non plus, on le voit aussi pendant l'histoire, du coup c'est un peu bizarre, on sait pas trop comment comprendre ou comment se sentir proche d'Anakin dans son point de vue sur Obi-Wan. Obi-Wan on peut à peu près comprendre, grosso modo en un film, entre les deux films il est devenu un adulte, il était déjà très sage dans la menace fantôme, il l'est plus encore dans l'attaque des clones, et il a un petit côté, comment dire, agent secret gentleman, donc voilà... Il commence vraiment à être marrant avec quelques répliques qui fonctionnent bien, je crois qu'ils sont pas très drôles mais qui fonctionnent bien, qui font sourire, et puis avec sa barbe, comme ça il a tout de suite un côté, une grande sagesse, il correspond au personnage qu'on va redécouvrir ensuite dans le 4, 5, 6, donc c'est cohérent, mais dans sa relation Anakin, malheureusement, ça plafonne vraiment pas très haut. C'est une des réussites, justement, je pense, dans mon souvenir, dans La Revanche des Sith, dans le suivant, leur relation est très sympathique et j'en ai un bon souvenir. Alors peut-être que je vais me démentir maintenant, mais là, par contre, dans l'attaque des clones, je trouve qu'à la fin, on est vraiment dans une sorte de flou un peu dans leur relation. On voit juste qu'il pige pas grand-chose à ce qui arrive à son élève, point barre. Et il n'y a pas forcément de raison qui est donnée, il y a juste, voilà, il est pris, il est occupé, et Anakin, de son côté, c'est un peu un idiot. Vous voyez, c'est un peu faible. C'est un peu un idiot, c'est un peu un ado, donc voilà, Obi-Wan, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Ouais, je comprends, parce qu'Obi-Wan était visiblement un ado plus sage, mais... c'est quand même pas terrible comme développement, et ça aurait mérité d'avoir une plus grande profondeur, ne serait-ce que de faire un truc tout con, mais ça aurait été de donner des défauts à Obi-Wan. Les défauts d'Obi-Wan vont rester pendant toute la série extrêmement secondaires. Mais je reviendrai là-dessus parce que dans le 4, 5, 6, on lui fait porter vraiment un défaut très fort, c'est qu'il ment à Luke littéralement sur les antécédents de son père, et c'est un mauvais choix qu'il fait. Il met vraiment Luke en danger, à mon avis, aussi avec cette attitude-là. Et c'est l'attitude des Jedi, ou le côté très religieux dont je parlais avant, qui, là, je trouve... l'amène à faire vraiment quelque chose de grave et qui est déplacé. Mais on le présentera jamais réellement dans la série, j'ai l'impression, comme un défaut ou une erreur de sa part. Comme si le développement d'Anakin n'était pas du tout de sa faute. C'est quand même son maître. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, si on doit dire que c'est l'équivalent du père, et ben à un moment donné, un père, ça assume ce que son enfant est devenu, même si c'est pas forcément sa faute à 100% et qu'on peut tout à fait le comprendre, les parents élèvent leur enfant. Donc, alors là, maintenant, le ratio, je vous laisse tout juste, 20, 50, 80, 99%, 1%, enfin, comme vous voulez. Mais dans ce qu'un enfant devient, il y a les traces des parents. Et à mon avis, si Obi-Wan a pris le rôle de père d'adoption, de substitution, il devrait avoir plus de responsabilités que ça montré dans la série. Je reviendrai là-dessus probablement dans ma conclusion de La Revanche des Sith.
Et comme en plus la romance avec Padmé fonctionne pas, faute à des dialogues et à une direction d'acteurs plus que aux acteurs eux-mêmes, hein, clairement, je vais pas revenir sur les détails, j'ai déjà assez expliqué ça en long, large et en travers. Et ben voilà, c'est un film qui claudique, qui a vraiment du mal à sortir, qui n'atteint pas la profondeur qu'il essaye d'atteindre, je pense. Sinon, mis à part ce vrai problème, c'est un film plutôt réussi d'aventure, d'enquête et de guerre, c'est plutôt efficace. Là, la mise en scène de Lucas est globalement peu inspirée, mais en même temps, elle est efficace, on a de très bons effets spéciaux, globalement, il y a quelques erreurs, mais globalement, ça marche plutôt bien, à part les jeux du cirque, où c'est un peu flagrant, comme je disais, ou dans la première partie de la scène de fin, c'est un peu flagrant que ça marche pas trop avec les 3 monstres, mais sinon, le reste, toute la guerre des clones, ça, c'est plutôt sympa. Et le combat au sabre à la fin, encore une fois, est très spectaculaire. Le complot politique est compréhensible et plutôt bien fait, hein. On a un premier foreshadowing de l'empereur qui est assez cool avec ce plan où on voit le fauteuil qui va devenir celui de l'empereur, avec les habits de Palpatine qui se sont assombris entre le premier et le deuxième film, le fait qu'il manipule le Sénat, et les Jedi et Anakin de manière plutôt fine, on le voit, on peut croire que personne ne le sent venir, je trouve ça c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup par exemple la manière dont il accepte les pleins pouvoirs, en disant j'accepte les pleins pouvoirs du Sénat mais à contre-cœur, comment il arrive avec son homme de main à pousser Jar Jar, qui est un idiot donc c'est pas très compliqué, mais imaginons à faire la demande, à être le porteur de la demande officielle de la prise de pouvoir du chancelier, enfin de Palpatine, de sa prise de pouvoir. Il y a un petit côté voilà référence à César et tout ça à Rome, donc c'est bien foutu, franchement moi je trouve que ça c'est vraiment correct. Je mettrais un léger bémol, vraiment très léger là-dessus, c'est que les Jedi je les trouve assez réactifs. Il y a des problèmes chez eux, Yoda dit bon je vais enquêter, mais c'est quand même plus grave que ça, non? Moi je mettrais plus de Jedi sur le coup, quand je réunirais le conseil, je sais pas, il y a des urgences, mais se rendre compte qu'il y a un ver dans le fruit à un moment aussi critique de ton histoire, et où tu sens que t'es déjà un peu dépassé, ça me surprend qu'il soit aussi à froid et que ça prenne autant de temps. Alors, ça va être résumé dans la revanche des Sith par Yoda qui va dire qu'il y a une réplique du genre j'ai été trop orgueilleux, tu vois. Tu dis ouais, d'accord, mais il n'y a pas que lui, il y a Mace Windu, il y a plein de monde visiblement chez les Jedi, ils ont tous dormi là. Je sais pas, en tout cas, c'est une structure d'église, j'imagine qu'ils ont une sorte de plan d'urgence ou quelque chose, vous voyez, le conclave dans l'église catholique, c'est pas une blague. Donc visiblement les Jedi, ça a l'air d'être une grosse... Je mets le terme d'église, mais vous comprenez où je veux en venir, c'est une sorte d'énorme confrérie, donc je sais pas trop comment prendre ça a priori, et comment considérer qu'ils aient accepté que tout s'est pu se faire sans qu'ils aient une connaissance politique un peu plus développée, ou je sais pas, je les trouve pour le coup vraiment très naïfs. Je trouve les Jedi et le Conseil un poil attentiste face à de gros problèmes visibles. Dès la fin de la menace fantôme, on sent quand même que ça craint. Et 10 ans plus tard, ils sont toujours un petit peu au même stade, en mode on attend, on va voir ce qui se passe, on agit à la fin. Enfin, oui, mais eux, on n'est plus dans le cadre, c'est pas des sauveteurs, hein, c'est une confrérie, encore une fois, dont on fait appel visiblement pour quasiment tous les problèmes de la République. Donc, ça je trouve ça. Encore une fois, c'est un petit bémol, parce que je comprends où va en venir l'histoire, et au final, on peut se dire que les chefs Jedi planent, mais alors du coup, ça leur enlève beaucoup quand même d'intelligence politique. Ils ont beaucoup de discussions, visiblement, qui incluent des choses politiques et stratégiques, et ben voilà, à part faire la guerre, se battre et maîtriser la force, ça a l'air d'être un peu des idiots. Parce que de son côté, Palpatine, il fait un peu ce qu'il veut, et tout le monde est un peu « Ah, il y a quelqu'un qui a effacé une planète sur notre carte, oh, c'est étrange, qui est-ce ?» Ok. Il y a quelqu'un qui manipule la Fédération du Commerce, c'est étrange, qui est-ce? Depuis 10 ans, vous avez toujours pas cherché un peu qui c'était ce fameux mec? Enfin voilà, quoi, c'est un petit peu... On se dit quand même qu'en 10 ans, entre les deux films, enfin non, entre 10 films, il n'y a pas 10 ans, il y a 5 ans, je crois, bah, ils ont pas foutu grand-chose, hein, les Jedi, hein, ils attendent de voir ce qui se passe, quoi. Bon, bref. J'exagère un peu, parce que je trouve encore une fois que l'intrigue politique, c'est peut-être l'intrigue qui fonctionne le mieux, qui est la plus solide dans la menace fantôme, et dans l'attaque des clones, a priori. Il faut que je revoie la revanche des Sith, et je vous dirai un peu dans mon bilan, mais je trouve, pour l'instant, je trouve que c'est ce qui me fonctionne le mieux, et qui me paraît le plus cohérent. Globalement, donc, c'est plutôt un bon film. Malheureusement, il est très bon que par de très rares moments. Encore une fois, toute la séquence, je trouve, de la mort de la mère d'Anakin, et quand Anakin trouve sa mère, tout ça, je trouve que c'est vraiment... C'est classe. C'est pour moi la séquence du film qui fait que le film réussit à nous impliquer émotionnellement une bonne fois, et le duel final qui est vraiment hyper spectaculaire avec l'arrivée... encore une fois, cette gradation super fun avec Yoda derrière, c'est vraiment bien fun.
Mais globalement, la narration, comme je disais, manque de dynamisme. Ils ont fait l'erreur de remplacer la tension par l'action. Je donnerai des exemples tout bêtes, mais par exemple, la poursuite au début déjà de l'assassin, même si je peux la comprendre, elle est quand même très longuette pour ce qu'elle a apporté dans la narration, même dans la relation entre Anakin et Obi-Wan, c'est assez caricatural. Quand je disais que leur relation est un peu cotonneuse et un peu éparpillée dans le film, on essaie de marquer notre esprit avec des gros moments, hein, genre on voit vraiment que Anakin est très très fort, très malin, et que Obi-Wan est jamais vraiment content, qu'ils n'ont pas le même tempérament. Mais ça reste très goofy, c'est vraiment, il se jette dans le vide, c'est un peu trop en fait. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si on avait du mal à croire à autant que la force lui permette de se jeter de 300 mètres de haut et d'atterrir pile sur le vaisseau qui passe. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui... C'est trop ou pas assez, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas et auquel on n'arrive pas réellement à adhérer. Et ça joue forcément, puisque c'est dans les séquences où, comme par hasard, entre Obi-Wan et Anakin, il y a de vraies dissensions en termes de tempérament et de manière de faire. Donc voilà, et puis on peut rajouter aussi la poursuite d'Obi-Wan sur Jango Fett dans les vaisseaux spéciaux à travers les astéroïdes et je crois que c'est quoi, les bombes sondes qu'il envoie. C'est intéressant visuellement, c'est vraiment une belle séquence, mais c'est sans tension parce que on voit pas Obi-Wan se faire tuer et il va finir par rattraper Jango ou trouver un moyen de le retrouver parce que qu'est-ce qui peut se passer d'autre, vous voyez? Donc c'est pas très heureux. Il faut pas remplacer la tension par l'action. Je pense qu'il vaut mieux prendre son temps à mettre de la tension qu'à mettre de l'action, surtout que dans un film où il y en a déjà beaucoup. Et puis il y a toujours cette mise en scène froide de Lucas, même s'il y a des progrès depuis Star Wars La Menace Fantôme et depuis le Star Wars 4, hein, le tout premier, qu'il avait réalisé frontalement, on reste quand même dans quelque chose de très académique, on raconte, point barre. Star Wars, l'attaque des clones, pardon, pour moi c'est un épisode en demi-teinte, parce que la naissance de Dark Vador est en demi-teinte, tout simplement. L'amour cucu de Padmé et de Anakin, qui a vraiment du mal à devenir crédible à l'écran, qui n'est que par très rares moments, hein, le moment des 2 baisers, tout simplement, croise une excellente scène de mort qui, pour moi, est plus la naissance de Dark Vador que le reste du film, hein, paradoxalement. Et je pense que c'est pas ce que voulait faire le film, mais c'est clairement présent. La scène de la mort d'Anakin devait être aussi importante que l'amour d'Anakin pour Padmé, et en fait, c'est plutôt la mère l'histoire de la mort de sa mère, de la torture et de côté hardcore de la séquence qui fait que c'est marquant. Et ça, c'est vraiment la naissance du Dark Vador, émotionnellement pour le spectateur. Ajouter à ça que c'était déjà mal barré dans le premier film avec Jake Lloyd et la mauvaise direction d'acteur, le mauvais casting et tout, la mauvaise mise en scène aussi, ça commence à faire beaucoup, et du coup, l'attaque des clones rate à mon avis un endroit qu'elle devait absolument réussir, c'était réussir à redresser la barre sur le personnage de Dark Vador, et malheureusement avec l'histoire d'amour ratée dans la mise en scène et dans les dialogues avec Padmé, il se plante. Ce qui fait qu'il a rajouté un rocher émotionnellement, à mon avis, dans les préjugés et la violence que subit la prélogie dans son appréhension par les fans et par les gens qui aiment Star Wars, tout simplement. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est un film sympathique, hein. Je l'ai pas dit avant, mais Ewan McGregor fonctionne bien en Obi-Wan, il est vraiment cool. J'ai expliqué déjà un petit peu avant. Les décors et les costumes sont toujours aussi incroyables, je vais pas le redire dans chacun des podcasts, mais c'est juste fou comme les décors et les costumes arrivent à faire vivre cet univers, c'est incroyable. Là, il y a quand même quelques effets de mise en scène dans celui-là que je trouve beaucoup mieux assumés et qui mettent bien en valeur certains moments, hein. Encore une fois, je vais pas reciter les deux mêmes moments, la mort de la maman et puis le duel final à 4. Mais malheureusement, il y a pas, l'attention au fil émotionnel n'est pas aussi juste tout simplement que chez Kershner, hein. Hashtag Irving Kershner, le réalisateur de l'Empire contre-attaque, hein. Hashtag l'oncle qui voulait du bien à Star Wars, hein, parce que je suis désolé, Lucas n'arrive pas à ce niveau-là. Il a quelques moments, il cite Kershner pour moi dans la séquence où la mère meurt, on revoit vraiment le travail sur les rouges et tout ça, sur la colère. Je retrouve vraiment certains plans fait par Kershner, notamment dans la salle de la carbonite, tout ça. Donc on sent les échos et on sait que Lucas aime jouer un jeu de miroir, comme je l'expliquais dans ma critique de La Menace Fantôme, entre le 1, entre le 4 et le 1, le 5 et le 2, et le 6 et le 3. Mais ça reste fonctionnel, c'est vraiment pas... C'est pas assez exacerbé parce que dans la mise en scène, il n'y a pas de choix tranché. Voilà, je vous renvoie à ma critique de l'Empire contre-attaque, où vous aurez vraiment un développement de ça, où j'explique bien le plus en détail en quoi c'est une mise en scène qui
a fait quelque chose d'assez baroque pour qu'enfin les émotions soient exacerbées. Et c'est notamment un des points principaux, c'est qu'Irving Kirchner a insisté pour suivre le fil émotionnel des personnages. Là, dans ce Star Wars-là, tu vois clairement que Lucas ne le fait pas ou l'ignore limite, en croisant de manière assez balourde, comme je l'expliquais avant, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, l'enquête d'Obi-Wan avec l'amour naissant entre Padmé et Anakin, qui sont deux choses qui se passent en même temps dans le temps, mais qui n'ont rien à voir en termes de nature. C'est un épisode plus inodore dans ma mémoire, parce que il m'intéressait pas, ça m'intéressait pas à l'époque spécialement Star Wars, l'attaque des clones. Nonobstant, je trouve que c'est la preuve selon moi que Star Wars seul, mis à part l'Empire contre-attaque, c'est des films assez froids, beaucoup trop illustratifs par moments pour prendre l'ampleur que le mythe Star Wars lui confère, je trouve. C'est bizarre, mais quand je revois les films, je suis toujours surpris à quel point ces films est plus. Je pense peut-être que je sous-estime, et ça je veux bien l'entendre, l'importance des costumes, des décors et de la densité d'un univers, simplement en termes de lieu où se passe une histoire dans la mythologie Star Wars. Je pense que les gens qui sont vraiment fans de Star Wars, ce qui les éclate, c'est vraiment les décors, les costumes, beaucoup plus que l'histoire en soi. L'histoire aussi, elle est pas mal, mais globalement, c'est vraiment l'univers qui paraît incroyablement dense. Et ça, visiblement, je pense que c'est ce qui porte cet univers depuis les débuts, notamment de ce récapitulatif que je fais. Je trouve que c'est le truc le plus constant, le plus solide, c'est les costumes, les décors. Qu'est-ce que c'est solide? Qu'est-ce que c'est efficace? Il y a plein de défauts et de choses à remettre en cause dont je discute régulièrement dans ces critiques, mais globalement, qu'est-ce que c'est solide ça? Après, il y a des erreurs, hein. Comme je disais, moi perso, je trouve le bestiaire particulièrement désobligeant et assez enfantin dans le mauvais sens du terme, et d'ailleurs, heureusement, dans l'attaque des clones, c'est beaucoup moins présent, et d'un seul coup, c'est beaucoup plus supportable et agréable à suivre. Même si c'est encore présent par touche, c'est normal, hein, ça fait partie de cet univers-là. L'univers Star est passionnant parce que le production design, donc je disais, le production design, c'est tout ce qui est costume, tout ce qui donne de la vraisemblance à l'univers, costume, décor et ainsi de suite, et l'intrigue politique et quelques personnages sont intéressants, quand pas carrément mythiques, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même un paquet de personnages qui sont devenus des mythes du cinéma, même s'ils n'étaient pas forcément terribles à la base. Les personnages principaux de la nostalgie, évidemment, hein, entre autres, parce que je pense que quand je ferai le bilan de la prélogie, il y a quand même quelques personnages qui pour moi sont vraiment très intéressants, et qui rentrent un peu dans cette mythologie de Star Wars quand même, mais je reviendrai là-dessus au moment de ma critique. Mais là, pour le coup, je voulais quand même le dire, c'est une sorte de conclusion de ma conclusion des deux premières trilogies. J'ai vu 5 films Star Wars, et honnêtement, il y en a un seul que je trouve vraiment bon. Un seul. Tous les autres, c'est mi-figue, mi-raisin. Je dirais que pour l'instant, je mettrais franchement l'attaque des clones derrière l'Empire contre-attaque, mais après je trouve que c'est assez équivalent. La menace fantôme, même si j'ai beaucoup critiqué le fait que les effets spéciaux ont vieilli beaucoup plus vite et que c'était beaucoup moins utilisé, je le mettrais peut-être en dernier, mais je trouve pas forcément aussi à mettre en dernier et à mettre au rebut par rapport à Un Nouvel Espoir ou Le Retour du Jedi, hein. C'est pour moi assez équivalent, c'est le même type de réalisation, le même type de défaut, la trop grande importance du regard enfantin sur l'histoire, la mise en scène qui est froide et fonctionnelle à des endroits où elle devrait commencer à être un peu plus émotionnelle, le manque globalement de liant et de fil émotionnel des personnages et le fait que ça devient par moments vraiment presque vide. Enfin voilà, c'est quand même étonnant arriver au 5e film d'avoir cette sensation-là, mais je suis toujours surpris à quel point Star Wars marque les gens. Donc ma petite théorie perso, mais je reviendrai là-dessus dans ma conclusion globale de la trilogie, c'est que le production design a fait un taf tellement incroyable que les gens adhèrent toujours à cet univers. Et encore aujourd'hui. Mais je reviendrai probablement sur ce point dans ma critique des épisodes 7 et 8. Mais d'abord, la prochaine fois, on va attaquer la revanche des Sith. Alors, est-ce que Lucas est enfin devenu un réalisateur accompli dans Star Wars 3, la revanche des Sith ? Eh ben, réponse bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute, on continue ce récapitulatif, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse d'autres récapitulatifs, d'autres séries, j'en sais rien, on verra. Ça fait quand même déjà 2 gros mythes que j'ai bien attaqué avec le podcast, hein. On a fait les Harry Potter, on est en train de faire les Star Wars, donc on en a d'autres, hein. On pourra s'attaquer, probablement l'année prochaine on s'attaquera au Hobbit, si on est toujours dans le mode podcast, enfin on verra. Si vous avez des idées de sagas auxquelles j'ai pas forcément pensé, n'hésitez pas, ça pourrait être très intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, la totale. Surtout commentez, donnez-moi votre avis, j'ai émis plein d'hypothèses et de questions dans ce podcast sur la série Star Wars, donc si vous aimez, vous écoutez,
n'hésitez pas à me détromper, à m'apprendre des trucs. Je suis ouvert à la discussion, je suis loin de penser que mon point de vue est parole d'évangile. Merci beaucoup les amis, et à très bientôt pour un nouvel épisode de À voir. Salut les amis, ciao ciao. C'était le podcast d'un mec qui parle trop, tu as bien kiffé, alors lâche un like, un commentaire surtout.